Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Sochâteau Live. Ça fait comme toujours plaisir de vous retrouver. Vous êtes très nombreux, vous êtes déjà beaucoup à réagir et vous nous regardez d'un petit peu partout en France, mais pas seulement. J'ai vu des messages qui viennent de l'étranger, de Bruxelles, de Roumanie et d'ailleurs du Portugal, bien sûr, aussi avec de l'Espagne, avec Anna, Ignacio, les habitués, Yvette, Jean-Paul, Christophe et tous les autres. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus et bonsoir aussi aux nouveaux, à celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Je sais qu'il y en a, vous êtes très nombreux encore une fois ce soir. Donc pour les nouveaux, et désolé pour ceux qui nous connaissent et qui sont habitués, mais je vais rappeler un petit peu le fonctionnement de l'émission avant de recevoir notre invité du jour. Juste vous rappeler que vous avez sur votre écran plusieurs onglets et notamment un onglet questions. L'onglet questions, c'est celui dont vous allez vous servir pour pouvoir justement poser vos questions, vous l'avez compris, à notre invité. Et ça, vous allez pouvoir le faire tout au long de la présentation et tout au long de l'émission. Et ensuite, notre invité répondra à ces questions, en tout cas à celles qui seront le plus votées. Puisque pour celles et ceux qui ne posent pas de questions, vous pouvez toutefois voter pour les questions que vous jugez pertinentes et pour lesquelles vous souhaitez vous aussi avoir une réponse de la part du propriétaire. Et ce propriétaire, je vais en profiter pour l'inviter immédiatement sur scène. C'est donc le propriétaire du château de Thoiry dans les Yvelines, Monsieur le comte Paul de la Panouse. Paul de la Panouse, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur l'émission et je suis vraiment ravi d'être avec vous ce soir. Et si vous pouviez peut-être juste en quelques mots vous présenter pour celles et ceux qui nous regardent ce soir. Je dirais comme mon ami Henri-François de Breteuil, à qui on doit tant pour la demeure historique, profession châtelain. Les hasards de la génétique et de la vie ont fait que je me retrouve 15e génération indirect à Thoiry, 12e en ligne directe. Et mes enfants, et également 29e au château du Colombier dans l'Aveyron, 29e génération. Et donc voilà, je suis un châtelain héritier et j'admire beaucoup les châtelains d'adoption qui se mettent sur le dos un château. Moi, je l'ai eu le mien comme la tortue sa carapace. Maintenant, j'ai présenté des tortues au public et ça fait venir le public, ce qui est très bien. Mais voilà, donc je suis châtelain et châtelain héritier à Thoiry. Parfait, merci beaucoup Paul, puisque vous m'avez demandé de vous appeler Paul, je vais vous appeler Paul ce soir et ça fait vraiment plaisir d'être avec vous et je suis sûr qu'on va avoir beaucoup de questions de la part de nos participants très nombreux. Donc le principe, l'équipe du Château de Thoiry a enregistré une vidéo pour cette émission. Et elle va être commentée en direct. Vous avez vraiment de la chance, en direct par son propriétaire. Et pendant toute cette diffusion, vous allez poser vos questions dans cet onglet questions. Et puis, on va se retrouver juste après pour une belle et grosse séance de questions-réponses où Paul pourra vous répondre avec des détails, des anecdotes, j'en suis sûr, et plein de choses intéressantes à partager avec vous. Donc, voilà, j'ai déjà assez parlé pour moi. Je vais laisser maintenant la parole à Paul de la Panouse pour qu'il présente le château de Thoiry avec la vidéo préparée par son équipe. C'est parti. Bonne émission à tous. Posez vos questions, n'hésitez pas, et on se retrouve juste après. C'est parti. En 1559, le célèbre architecte Philibert Delorme a construit pour Raoul Moreau, qui était trésorier du roi, un château qui valorise les fonctions solaires d'un site exceptionnel. Au solstice d'été, le jour le plus long de l'année, 21 juin, le soleil se lève à travers le vestibule central. Au solstice d'hiver, le 21 décembre, le soleil se couche à travers le vestibule central et s'enfonce derrière l'horizon sud-ouest. Situé sur une colline, le château domine de 50 mètres les plaines de Versailles et de Naufle qui l'entourent. Le château est le pivot d'un calendrier solaire dont l'horizon est le cadran et les aiguilles sont les axes des transparences des fenêtres du rez-de-chaussée du corps central. Le premier étage est un pont de 5 arches qui relient les deux ailes.
Thoiry est le seul château que je connaisse avec 5 arches centrales qui s'ouvrent sur le ciel. C'est le seul qui est si transparence transversale quand on fait le tour du parterre nord-est. Les fenêtres sud-ouest glissent avec les fenêtres nord-est. L'une d'elles est l'axe du lever et du coucher du soleil aux équinoxes du printemps et de l'automne. C'est possible grâce à la convergence de deux choses, la latitude du site avec un relief qui met le château à la même altitude que l'horizon qui l'entoure. L'axe du lever et celui du coucher du soleil au solstice d'été sont les hypoténuses de deux triangles de Pythagore dont les petits côtés sont les axes du pôle nord, axe de rotation de la Terre. L'axe du lever et du coucher du soleil au solstice d'hiver sont les hypoténuses de deux triangles de Pythagore dont les petits côtés sont l'axe du pôle sud. Ainsi, le château projette dans l'espace quatre triangles de Pythagore qui utilisent la géométrie sacrée pour encadrer sur l'horizon les événements astronomiques du cycle des saisons. Là, vous avez un tracé remarquable, le nombre d'or. La longueur du château divisée par le nombre d'or donne le rectangle d'or. L'étoile à 5 branches, symbole de l'homme qui maîtrise la nature, qui supporte la croix, c'est l'homme glorieux ressuscité, le Christ, puisque Philibert Delorme était croyant, et qui appuie le rectangle d'or qui correspond à corps central de la façade sud-ouest et qui est reporté sur la façade nord-est par les deux petites cheminées. Le vestibule central, il y a également 4 triangles de Pythagore qui se croisent autour de leur diagonale, du coin du plancher au coin du plafond. Donc, les 4 triangles de Pythagore qui sont projetés à l'extérieur, à l'intérieur, donnent les proportions du château et en font le module de base du château. Ces proportions sont reportées 7 fois dans le corps central du château, dont la longueur est celle du château divisée par le nombre d'or. La ligne de partage des eaux, des courants telluriques traversent également le vestibule et valorisent les qualités du site et renforcent les fonctions solaires du château. Ce fauteuil, et c'est celui de la voiture du colonel Charles de Machaut, était un lit clic-clac que les soldats dépliaient le soir dans la tente de leur colonel. Ce n'était pas très facile à transporter. Sur cette tapisserie, on voit le roi Henri IV qui chasse l'ours. Ah oui, à Thoiry, il y a des ours, mais c'est plus la même chose. Vous voyez un chasseur en très mauvaise posture, la patte de l'ours est très mal placée. La chronique de cour dit qu'il est heureux qu'il eût assuré sa descendance avant l'accident parce qu'après, il n'eut plus. La salle à manger de la tapisserie. C'est une très belle tapisserie, série Don Quichotte, 2000 nuances de rouge et de bleu. Chaque mètre carré, c'est 1 an de travail d'un ouvrier avec l'inscription donnée par le roi Louis XVI au garde des Sceaux Machaut d'Arnouville, dont les armes sont cousues en bas et que je porte là sur moi. Machaut d'Arnouville fut ministre des Finances, de la Marine et garde des Sceaux du roi Louis XV. Il inventa la comptabilité publique du budget de la France. Il institua un impôt qui, 40 ans avant la Révolution française, supprimait les privilèges fiscaux de l'Église et de la noblesse et établissait pour la première fois l'égalité devant l'impôt. Après 3 ans, le roi renonça à la réforme. Ça arrive en France qu'on renonce aux réformes. Machaut vivait chez sa belle-fille très souvent, et là voilà les initiales de son petit-fils clouées au dos du fauteuil, MB Machaut-Baussan. Louis Filippo de Marquis de Pontchartrain, son fils Jérôme et son petit-fils le comte de Maurepas venaient en voisins et parents. Ils sont en costume de chancelier. Saint-Simon louait l'esprit plaisant, brillant et profond du chancelier. Il détestait Jérôme. Il disait « Sa première femme est morte par excès de vertu, la seconde l'a vengée ». Quand il aida le régent à constituer un nouveau gouvernement, Saint-Simon eut le plaisir de virer Jérôme, et pour ne pas perdre l'amitié du chancelier, il eut l'intelligence de faire nommer le petit-fils Jean-Frédéric, comte de Maurepas, ministre à l'âge de 14 ans. 590 lettres manuscrites privées entre la famille du roi Philippe V d'Espagne et celle du roi Louis XV de France sont à Thoiry. Louis XV est présent dans nos gènes car nous descendons de son fils naturel, le 2008 qu'il avait eu avec Pauline de Maillinel, comtesse de Vintimille. Par cette lettre, le roi Henri IV nomme son médecin, mon ancêtre, Michel de Marescot, président d'un tribunal exceptionnel pour juger une sorcière, Marthe Le Broissier, qui se prétendait possédée du démon.
Elle rendait des oracles antigouvernementaux, ça s'appelait toujours en France, soutenus par les intégristes catholiques de la Ligue qui refusaient la paix avec les protestants. Michel avait été à 18 ans professeur de théologie à la Sorbonne et à 24 ans recteur de la faculté de droit. En 38 ans, il était doyen de la faculté de médecine et médecin du roi. Il dit au roi que si on brûlait la sorcière, on en ferait une martyre. Il la dévalorisa en la déclarant imbécile, donc irresponsable. Dans l'autre lettre, le roi s'étonne que le chancelier n'ait pas appliqué cette sentence de relax. Il précise qu'il n'y aura pas de deuxième lettre. 4 tapisseries des Gobelins illustrent les aventures amoureuses des dieux. L'enlèvement d'Europe, le bain de Diane, là c'est Narcisse. Léonce de Vaugué avait épousé Henriette de Machaut, dernière du nom héritière de Thoiry. Et nous sommes dans le salon vert, et dont la cheminée est la copie de celle qu'il avait dans son hôtel particulier à Dijon. Là, vous voyez le salon vert et la cheminée. Sur la tapisserie que l'on va voir maintenant, le roi Henri IV chasse le lion lâché dans les forêts d'Île-de-France. La technique était risquée. Un chasseur jetait la couverture sur la tête du lion pendant le court instant où celui-ci était aveuglé. Et l'autre chasseur cherchait à le tuer avec l'épée. On va voir arriver la tapisserie. Là, on voit d'un mobilier beauve et cresson. Voilà, vous voyez les 2 chasseurs en haut à droite qui jettent la couverture et transpercent le lion. Henri IV au milieu est mordu par un lion au bras. En bas à droite, un chasseur a jeté la couverture sur la tête du lion. Il essaye de le tuer. À Thoiry, aujourd'hui, il y a des lions, mais on ne les chasse pas. C'est pour le plaisir des visiteurs. Henri roi de Navarre s'était enfui de la cour de son beau-frère, le roi Henri III, pour rejoindre les troupes protestantes dont il était le chef. Il s'était arrêté près de Thoiry pour satisfaire un besoin naturel. Une vieille femme s'approcha derrière le roi, accroupie, en mauvaise posture, brandissant une serpe. Agrippa d'Aubigné détourna le coup d'un revers de bras. Il plaisanta son royal ami en rédigeant l'épitaphe qu'il aurait dû écrire si celui-ci avait été tué. Si j'y un grand roi qui mourut d'un coup de serpe donné par une vieille alors qu'il chiait dans un muid. Sully, son ministre, fut soigné au château des blessures reçues lors d'une embuscade militaire près de Thoiry. Le roi avait offert son portrait par Porbus à Michel de Marescot, son médecin, et la reine Marie de Médicis avait offert le sien à Guillaume, fils de Michel, pour service rendu. Je descends par cette lignée convergente de son fils Guillaume de Marescot, seigneur de Thoiry en 1609. Angélique de Marescot est mariée à l'âge de 14 ans à son cousin germain Adrien Claude de Baussan. Celui-ci a 25 ans de plus qu'elle, mais leur mariage rétablit l'unité du domaine. 8 ans plus tard, elle est veuve à 26 ans et dispose de sa vie et de ses biens. Elle épouse par amour et en deuxième note Françoise de Villayer, comte de Villayer. Il y meurt et elle réalise que si on veut être fidèle à quelqu'un qu'on aime, c'est bien vivre. Et elle devient la veuve Bontemps. La quarantaine de cœur ou de l'esprit. Le fils qu'elle avait eu de son premier mariage, qu'on vient d'apercevoir sur un tableau, avait eu une maladie d'enfant, la rougeole ou la varicelle, on ne sait pas très bien. 3 de ses amis qui la courtisaient sont venus à Thoiry pour dîner. Et à la fin, il a dit, bon, on ne peut pas retourner à Versailles parce que ton fils a une maladie contagieuse. Elle a donc fait une cour d'amour et là, vous la voyez, Angélique, en costume de moine, parce qu'elle était, quand elle priait avec beaucoup de foi, et en costume de Vénus, déesse de l'amour, parce que quand elle aimait, elle était une amante certainement très satisfaisante, d'où le titre du livre, La quarantaine du cœur ou de l'esprit chez la veuve de Bontemps, rue des Plaisirs, place des Agréments, à l'enseigne de la fine volupté à Libertopolis. Ça, c'est son clavecin par Planchet, qui est une pièce exceptionnelle. Et là, c'est la chambre qu'elle a redécorée. Et nous allons voir sa petite fille, Angélique de Baussan, qu'elle avait élevée, peinte par Roselyne, qui a épousé Charles de Machaut. Et ils se sont écrits 1500 lettres d'amour, 6000 pages de tendresse, dans laquelle ils s'appellent Bon Petit Chat et ils parlent de leur petit château. Ils en auront 5. Ils ont fait l'amour dans ce lit. Les enfants sont nés dans ce lit. Ils y sont morts.
et elle vivra 40 ans, 40 ans de vie amoureuse. Là, c'est Cupidon qui a eu forte affaire avec elle parce que c'était vraiment un dialogue amoureux remarquable. Après 40 ans de mariage, quand elle meurt, leur fils dit au père, « Père, je ne comprends pas, vous aimiez tellement notre mère et vous ne montrez jamais de peine. » Réponse du père, « Votre mère m'a donné tellement de joie que cela emporte tout. » On sort de la chambre des maîtresses de maison par le boudoir chinois et on trouve les jardins. Les jardins, il y a eu les jardins à la française créés par Degault pour Angélique de Marescot. Degault était le petit-neveu et successeur de Lenôtre. Et le jardin à l'anglaise, plus naturel que nature, par Varé. Varé qui a été créateur du Bois de Boulogne pour Henriette de Machaut et Léonce de Beauguet, son époux. Le jardin de Thoiry est très extraordinaire aussi parce que quand on descend l'allée centrale, on a l'illusion que le fond du jardin, au lieu de se rapprocher, s'éloigne. Donc moi, promeneur, j'ai le pouvoir de faire reculer l'horizon. Voilà, voilà donc Thoiry. Thoiry dont j'ai hérité, et mes parents ont été formidables parce que quand j'ai proposé de mettre des animaux, de mettre des lions, non pas pour les chasser comme Henri IV, mais pour faire venir les visiteurs, mon père a vendu la forêt familiale qu'il gérait dans les Vosges, qui nous venait d'ailleurs d'un ancêtre qui était révolutionnaire, qui a fait couper la tête à tous les autres. Alors, je descends de Louis XV, mais je descends aussi de Jean-Baptiste Perrin. C'est à cause de Jean-Baptiste Perrin que la place des Vosges a été appelée, que la place royale a été appelée place des Vosges. Tout roi descend d'un pendu, tout pendu descend d'un roi. C'est ce dont nous avons à témoigner à travers nos maisons quand elles ont une mémoire, comme c'est le cas de Thoiry. C'est très important parce que ce qui est important, c'est d'être solidaire et non pas d'être exclusif. Merci beaucoup, Paul de la Panouse, pour cette présentation du château de Thoiry. Ça donne envie de venir le visiter, évidemment. Des beaux décors, une belle histoire. Et évidemment, pas mal de questions déjà qui ont été posées par les participants. Alors, on va commencer par quelques-unes un petit peu parmi les plus votées. Déjà, alors, comment votre famille a hérité du titre de comte et depuis quand? C'est une question de François. Ouf. En France, ce qui est important, c'est l'illustration, l'ancienneté de la famille. Et la nôtre est une famille qui est la 49e en ordre d'ancienneté. Ensuite, l'illustration et enfin le titre. Nous avons le titre de comte. Il y en a un qu'on a eu par les honneurs de la cour en 1787. Joseph de la Panouse est monté dans le carrosse du roi, ce qui entérinait en général le titre de complaisance qu'on avait dans la région. Les Provençaux étaient marquis, dans le roi, on se contentait d'être comte. Donc voilà. Ensuite, César Alexandre de la Panouse. César Alexandre de la Panouse a été fait pair de France et donc on a un titre de comte qui date de la Restauration. Donc voilà les deux titres de comte. Voilà. D'accord. Très bien. Merci Paul. Une question de Marilyn qui pose une question concernant l'architecte. Qui est l'architecte de ce magnifique château? Philibert Delorme. Philibert Delorme qui était allé à Rome avec Rabelais, il partageait une chambre, et qui a créé le style classique français. Et nous avons le maître des travaux par son frère Jean, qui était son associé et qui a été son successeur. Philibert Delorme connaissait toutes les règles. Et alors, on doit beaucoup aussi à Pierre-Louis Ducillon, qui était à la néo-renaissance au XIXe siècle, ce que Viollet-le-Duc a été au néo-gothique. Et il a terminé à Azel-Rideau et à Thoiry, il a terminé de mettre en symétrie parfaitement le château en respectant ce qui n'avait pas été fini par Philibert Delorme. D'accord, très bien, merci pour cette réponse. Marilyn a eu d'autres questions aussi qui ont été votées pas mal par les participants et qui rejoint d'autres questions, notamment celle de Patrick,
qui est la plus votée et une autre qui concerne aussi le mobilier, les tableaux. Je vais essayer de résumer un peu toutes ces questions. Mais en gros, le mobilier est-il d'époque ou a-t-il été rajouté au fil du temps et comment fait-on pour gérer un petit peu le mobilier? Parfois, il faut en vendre. Est-ce qu'on arrive à les conserver? Parce que ce n'est pas toujours évident. Voilà, je résume un petit peu les questions qui ont été posées. Alors, le mobilier qui est à Thoiry est un mobilier totalement hérité de partout. Il m'est arrivé de vendre 2 ou 3 pièces de marchaux dans nos villes, de même que j'avais pris des actionnaires dans le parc de Sigean, quand j'ai racheté à mes frères et sœurs de leur part dans les domaines et dans les sociétés. Mais maintenant, ça n'aura plus lieu puisque mes 2 enfants, j'ai la chance d'avoir 2 enfants, Edmond et Colomba, qui ont repris l'œuvre de leurs parents, Annabelle dans les jardins et moi-même dans le château et les animaux. Et ces 2 enfants, les 2 enfants ont créé 2 fonds de dotation, un pour aider les animaux dans leur milieu naturel, puisque c'est les animaux qui m'ont aidé à sauver mon territoire ancestral, et l'autre, fonds de dotation, qui sera un outil de transmission. Mais moi, j'ai la chance inouïe qu'ils aient repris l'œuvre d'Annabelle et de moi. Ce qui se passera ensuite, ils se sont donné l'outil de transmettre, et c'est eux qui décideront parce que, voilà, chaque génération a pour aspiration de s'adapter. Or, à Thoiry, mes enfants, non seulement ont repris les parcs que j'ai créés en France et à l'été en France, j'en ai créé 3. Mon fils gère la réserve biologique des Monts d'Azur avec un ami près de Grasse. On gère un parc près de, le groupe Thoiry gère un parc près de Porto, à Santo Ignacio. Bon, je reçois à peu près 1 500 000 visiteurs dans les parcs que j'ai créés par an. Et donc, mes enfants, ma fille a créé une station de méthanisation. Elle a créé une ferme bio et nous allons reprendre le potager pour vendre des fleurs locales aux fleuristes locaux. Mes enfants veulent développer d'autres activités pour continuer à donner au domaine de Thoiry une plénitude, pas seulement les animaux, pas seulement le château, il y aura l'agriculture, une agriculture très écologique. Mes enfants sont très écologiques et ils ont amené des choses auxquelles j'aurais jamais pensé que l'on puisse faire à Thoiry et j'en suis très heureux. Oui, c'est très intéressant d'avoir cette nouvelle génération qui arrive avec ses propres idées aussi. Et ça, c'est très bien. Moi, j'ai une petite question justement. Comment vous est venue l'idée, et là c'est moi qui vous la pose pour les autres participants, comment vous est venue l'idée de créer un parc zoologique? Et est-ce que vous étiez les premiers en France à faire ça dans un château ou autour d'un château, dans un parc de château? L'idée j'avais été voir mes parents quand j'avais 21 ans, en 1965, pour dire il faut ouvrir est-ce que vous m'autorisez à ouvrir le château pour lui donner une fonction sociale par une activité culturelle, ce qui est le cas de tous les châtelains. C'était en 65. Et mes parents ont accepté. Ils n'étaient pas obligés de le faire parce qu'eux avaient la fortune pour le faire. Et moi, je savais qu'on était 4 enfants, pas tous obligatoirement intéressés par se mettre sur le dos un bazar pareil. Et donc, mes parents m'ont dit oui. Au bout d'un an, j'ai dit à mes parents, ça marche bien. Et puis, alors, j'avais été aidé par ma tante Rindre, qui avait le château de Maintenon, un Rindre Noailles, et qui a été très gentille. C'est elle qui m'a formé comme châtelain. Ensuite, j'ai dit à mon père au bout d'un an, on n'a pas assez de visiteurs, il faut attirer les enfants. 2 solutions, le parc d'attractions. Mais le parc d'attractions aurait détruit le cadre même que je voulais sauver. Donc j'ai dit à mon père, les animaux c'est mieux, on va mettre des animaux parce que les animaux c'est en harmonie avec les arbres et ça ne démodera jamais, ce qui est toujours le cas. Donc en fait, c'est là j'ai fait un parc zoologique traditionnel, aidé par Jean Richard, l'acteur, et par Joseph de Moléon, qui avait un petit parc à Montevran. Et j'ai dit à mon père, c'est idiot d'avoir construit des cages et qu'il a fallu cacher, ça a coûté de l'argent, c'était bête, alors qu'on a un grand territoire. Alors si on mettait les animaux et les gens en cage, ça serait mieux. Et mon père a vendu la forêt des Vosges qu'il gérait remarquablement bien pour financer les idées d'un fils de 23 ans. Et c'est là où j'ai créé la réserve africaine qui a ouvert en 1968
Et à Thoiry, j'ai reçu 24 millions de visiteurs depuis son ouverture. Et dans les parcs que j'ai créés, 54 millions de visiteurs. C'est énorme, effectivement. C'est vraiment impressionnant. Bravo pour ça. Une question d'Annie, là je change de sujet. Selon vous, quelle est la pièce dans le château qui le symbolise le mieux, en fait, le château? C'est la pièce? C'est celle où avec les livres. C'est pas que je veux présenter ma candidature à la présidentielle et qu'on les voit tous avec une bibliothèque derrière quand ils sont tous. Mais comme les animaux ne votent pas, j'ai aucune chance. Donc, c'est parce que je suis né dans les livres, dans les archives, et puis que voilà. Et cette pièce, c'est mon épouse qui l'a complètement, Annabelle, qui a refait qui a complété la décoration du château, restauré, voilà. Donc, c'est la pièce où la famille se réunit. Excusez-moi. Eh bien, je vous en prie. Justement, vous me faites une bonne transition par rapport aux archives à la bibliothèque. Il y a une question de Catherine. Alors, apparemment, on lui a dit que vous conserviez certaines archives en lien avec la manufacture de porcelaine de Vincennes, plus tard connue sous le nom de manufacture de Sèvres. Pouvez-vous me le confirmer? Oui, c'est vrai. Quelle forme se présente-t-elle? C'est le secret de fabrication des porcelaines de Vincennes et de Sèvres, et qui sont à Thoiry. Mais je l'avais communiqué à Dably, qui l'avait photocopié, et donc elle est actuellement à Sèvres, parce que c'était un secret d'État et seul le ministre des Finances, l'ingénieur Hello, était prié de connaître par cœur les formules, et je l'ai par mon ancêtre, Machaut d'Arnouville, ministre des Finances de Louis XV. Voilà. Et ça fait partie. À propos d'archives, voilà une lettre de Louis Ier des Asturies au roi, mon très cher grand-papa, au roi Louis XIV. Il est futur roi d'Espagne. Il écrit au roi, mon très cher grand-papa: je suis ravi d'avoir pris l'habit d'homme. C'est un plaisir que votre majesté m'a procuré. Et j'aime beaucoup cette lettre parce que ça donne ce qu'étaient les familles des monarchies absolues. Ils sont l'État. Et en même temps, quand je dis je t'aime à son papa et à sa maman, c'est la même chose qu'on soit un pygmée en Afrique ou qu'on soit Madame Dolto en France. Et donc, au roi, mon très cher grand-papa, je suis ravi d'avoir pris l'habit d'homme. Et j'ai une lettre où la reine d'Espagne, sa mère, enseigne à sa sœur qui a épousé le fils du roi de France, la dauphine de France, comment faire l'amour par correspondance. Elle enseigne par correspondance et non pas pour faire l'amour par correspondance, évidemment. Je rectifie. Et la dernière lettre sur la question, elle écrit: en ce qui concerne votre mariage, que je considère comme consommé, si toute la tête est rentrée dedans, mais point trop de zèle ne faut, les pendants n'y rentrent point. C'est quand même bien écrit. C'est bien écrit, effectivement. Donc, il y a beaucoup de choses dans les archives de Thoiry, la porcelaine de Sèvres, comment faire l'amour, il y a une lettre du curé d'Ars. Il y a énormément de choses. C'est très Ça doit être très intéressant. Comme tous les fonds d'archives privés. Oui, j'imagine. Et vous en exposez, j'imagine, dans la bibliothèque ou ailleurs, quelques lettres ou pas, ou c'est vraiment privé? Ah non, on en est. Là, c'est l'attachée culturelle Clémentine qui est en charge de présenter au public tout ce genre de choses, et on présente quelques lettres. Et puis alors, il y a mon livre aussi. Dans lequel on décrit beaucoup les archives. Alors là, c'est pas moi dans la photo. Ouais, non, on vous reconnaît pas là. Et puis il y a le livre de mon épouse sur les jardins, où on raconte toutes nos aventures et les aventures familiales. Et voilà, c'est mon épouse. Et donc, ces livres, on les trouve. Les jardins d'histoire et jardins sans histoire. Alors, le jardin sans histoire, c'est son jardin au Portugal, on lui fout la paix. Elle doit rien de personne. Et les jardins d'histoire, c'est celui de Thoiry et celui du Colombier qu'elle a restauré, mais où elle devait tenir compte de beaucoup de choses, à commencer par les visiteurs. C'est sûr. Et justement, ces livres, on peut les trouver où? On les trouve, j'imagine, au château de Thoiry, mais est-ce qu'on peut les trouver ailleurs ou simplement dans les bonnes librairies. Dans les bonnes librairies, voilà, je ne dirais pas. Voilà, il n'y a pas de meilleure réponse. Dans les bonnes librairies.
Parfait. Alors, il y a plusieurs questions, Paul, concernant, alors c'est Florence et, je ne sais plus qui, et Michel, concernant la Révolution. Comment le château a traversé la Révolution? Et peut-être aussi, parce que j'en ai vu passer des questions à ce sujet, pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, tant qu'à faire, les 3 périodes troubles. Alors, la Révolution, c'était les lettres de mon petit chat, les amoureux, Charles de Machaut et Angélique, et leur chaton. Et le vieux ministre, 93 ans, ils sont enfermés tous dans les prisons révolutionnaires. Le ministre va mourir d'épuisement, sa femme aussi. Et comme Robespierre va être guillotiné avant eux, Charles et Angélique reviennent à Thoiry, où la population du village avait préservé le château contre les troupes révolutionnaires, le maire disant « Le jour où je veux brûler le château, c'est nous qui le ferons, mais vous retournez chez vous. » Donc, ça a été un moment évidemment très pénible, mais c'est traversé. Alors, on en a plein d'ancêtres à la Révolution. J'avais le duc de Montmorency-Luxembourg qui était bailli des francs-maçons, qui lui a réussi à échapper. Il y avait Jean-Baptiste Perrin, député des Vosges, révolutionnaire, qui a voté la mort du roi, qui a créé la première loge maçonnique athée. Ça, c'est un autre ancêtre, Jean Daussan aussi. Son gendre a fait la révolution de 1830, député des Vosges, et son petit-fils, député des Vosges, a fait la révolution de 1848. J'avais Léonce, marquis de Vaugué, qui était lui légitimiste. J'ai le duc de Mortemart, qui n'a eu 4 filles. Je descends d'une des filles, le duc de Mortemart, dernier Premier ministre de Charles X, éphémère Premier ministre de Charles X pendant la Révolution de 1830. Donc voilà, on a tous plein de grands-pères et de grands-mères, et à la Révolution, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Le duc de Mortemart est parti dans les armées républicaines parce qu'il ne savait pas quoi faire. Son père, le duc de Brissac, a été assassiné à Versailles et on a fait rouler sa tête au pied de sa maîtresse, la du Barry, à Louvciennes. Je veux dire que César Alexandre de la Panouse était à Malte. De là, il a disparu. Il a disparu à Genève et on le retrouve banquier à Genève. Il rachète les domaines familiaux, la Panouse et Turenne en Dordogne et dans l'Aveyron. Élu pair de France, élu député de Paris, pair de France. Il crée la caisse d'épargne avec la Rochefoucauld, Rothschild. C'est très divers. Et ce que j'aime bien montrer, c'est la diversité, que tout roi descend d'un pendu et tout pendu descend d'un roi. Et le fait que les familles royales descendent des califes de Cordoue et descendent des Turco-mongols, Kultienkan, Kandékouman. Ça, j'aime bien montrer ça parce que ce qui est important dans nos lieux, c'est de montrer que l'histoire n'appartient à personne. L'histoire est un bien commun de toute l'humanité, comme la nature d'ailleurs. Et ce que j'essaye de témoigner à travers le château, à travers les animaux, à travers cela, c'est cette solidarité. Nous sommes tous cousins beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Si on a 3 grands-pères européens, on descend de Charlemagne, moins que le comte de Paris ou que le roi d'Espagne, mais on en descend. Et tout roi descend d'un pendu, tout pendu descend d'un roi. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Nos grands-pères n'étaient pas plus intelligents que nous, mais de voir comment ils ont réagi aux questions fondamentales de la vie nous aide, nous, à prendre cette distance qui crée la culture et qui fasse que quand on a une contrariété, on ne prend pas sa massue. L'importance de l'histoire est colossale. Et au moment où on voit les stupidités apparaître à propos de l'esclavage dans les universités américaines et autres, les culpabilités à travers le temps, c'est ridicule. Moi, j'étais en Algérie où je conseillais le colonel Bencherif pour le zoo d'Alger. Et un jour, il me dit, oh, Paul, la colonisation, ça, c'est la colonisation. J'ai dit, mon colonel, quelle colonisation? Celle des Arabes ou celle des Turcs? Voilà, parce que c'est la vie. Et c'est ce dont nous devons souligner. Oui. Très bien, très bien. Merci, merci Paul. Pour revenir maintenant sur le mobilier, sur le concret du château, est-ce que, pas que le mobilier d'ailleurs, peut-être l'immobilier, en termes de restauration de tableaux, restauration de mobilier, peut-être aussi du château, est-ce qu'il y a des gros travaux de prévus, des choses de prévues à l'avenir qui vous attendent pour les années qui viennent? Ah oui, ça c'est un château, c'est un vaisseau à voyager dans le temps, il faut tout le temps radouber, les confrères le savent.
Et j'ai la chance d'en avoir les moyens et il y a des programmes de restauration. Chaque fenêtre coûte 10 000 euros. Enfin, c'est toujours des coûts importants. Et un des projets là qui mes enfants ont, c'est la ferme. Ma fille a une ferme bio, elle cultive les kibourailles, les citrons caviar. Et autre, elle va cultiver les fleurs dans le potager. C'est la restauration du potager. On a déjà dépensé des centaines de milliers d'euros. Et on fait partie dans la demeure historique avec au colloque. Les audacieux du patrimoine? Oui, voilà. Et avec les confrères, on apprend beaucoup des confrères. Je suis très heureux. On a la chance d'avoir dans les VMF et à la demeure historique d'avoir des présidents dynamiques et je les remercie profondément hein, parce que ça bouge et ça bouge bien. On a été protégés pendant ces périodes de Covid qui nous ont quand même tous touchés hein, d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, cette solidarité des châtelains. C'est pour ça que je suis, comme a dit Henri-François, a écrit Henri-François de Breteuil dans son livre, profession châtelain. Je suis fier d'être châtelain. Voilà. C'est ça. C'est ce qu'il nous avait dit aussi d'ailleurs, exactement, c'est ça. Et, parfait. Une question d'Yvette maintenant plus précise, plus pratique concernant un objet, le clavecin. Est-ce qu'il sert encore? Est-ce qu'il fonctionne encore? Nous demande Yvette. J'ai l'interdiction de le restaurer car ça serait le détruire comme document. Il a gardé une grande partie de ses cordes et de ses... donc, il a 30 copies dans le monde à peu près. Mais il va être là, ça y est, mon fils m'a dit, papa, on accepte, parce que l'État voulait à tout prix le classer, et on accepte qu'il soit classé, parce que l'État nous a fait une étude, alors qu'il n'a pas le droit de le faire d'ailleurs, parce que chez moi, il n'était pas classé. Mais il a fait une étude pour nous conseiller en disant, il ne faut pas le restaurer comme instrument, mais il faut le restaurer pour le maintenir en état, pour empêcher la dégradation du temps. Donc, moi-même, j'ai joué du piano pendant très longtemps. Si je veux jouer du clavecin, j'en achèterai un. C'est plus simple, c'est plus simple. Question d'Isabelle maintenant. Le château a-t-il eu de prestigieux visiteurs, des personnalités historiques, politiques ou d'autres? Je ne sais pas. Je dis parfois à mes collaborateurs, le client est roi et je ne suis que comte. Chaque visiteur est un roi à Thoiry. Chaque visiteur est prestigieux. Et prestigieux. Mais j'ai reçu Malraux aussi, la plus grande déception de ma vie. Il n'a pas dit un mot. C'est Louise de Villemorin qui parlait pour lui. Et j'avais pourtant relu Les Noyers d'Altenbourg, le dialogue avec le visible. J'étais tout prêt. Puis j'avais été au collège avec un de ses fils. Et puis non, il n'a pas parlé. Par contre, j'ai reçu des gens fabuleux. Et quelquefois, un enfant, c'est fabuleux. Vraiment, franchement, c'est la qualité de l'échange qui compte, peu importe qui. Bon, alors j'ai reçu aussi bien les enfants du Shah d'Iran qu'il y a Roménique, Moshe Dayan, enfin bon, j'ai reçu des personnalités à Thoiry. J'ai reçu la délégation du Viet Cong qui venait tout le temps régulièrement à Thoiry. J'ai fait les affaires, j'ai aidé les affaires culturelles de l'ambassade de Chine, hein, pas les révolutions culturelles, les affaires culturelles, Madame Wang. Puis après, ils n'ont plus besoin de moi, ils apprennent vite les Chinois. Donc, j'ai créé il y a des liens d'amitié qui sont faits comme ça. Effectivement, j'ai une chance inouïe de rencontrer plein de monde. Mais je dis vraiment, franchement, quelquefois, les plus belles rencontres, c'est inattendu. C'est quelqu'un qui, tout d'un coup, va vous poser une question et qui va échanger avec vous. Et voilà. Ben, ça tombe bien, ça tombe bien, Paul, puisqu'on a Georges qui demande, il habite près de Thoiry, mais il se demande si le château se visite. Ça, j'aurais une question. Est-ce que le château se visite? Et il habite près de Thoiry, Georges. Bon, alors, le château se visite. Effectivement, on pense toujours d'abord par les animaux, mais il y a plein de choses à Thoiry. Et le château, c'est quand même le cœur du système. Et 150 demi-journées par an, les plus visités, les visiteurs du parc animalier peuvent venir gratuitement dans le château. Parce que ça fait venir des familles, dont notamment beaucoup de familles maghrébines, puisque nous sommes entourés de beaucoup d'endroits. Et ces familles
sont parmi les meilleurs visiteurs du château parce que le fait que le château soit habité par une famille est très important pour eux et ils marquent un respect étonnant. Donc, les visiteurs sont bienvenus. Il y a des visites payantes qui sont guidées. Et il y a des visites, surtout il y a Halloween actuellement, il y a toute une équipe qui reçoit les visiteurs pour les anniversaires, la Saint-Valentin. Et alors il y a l'escape game. L'escape game a un succès considérable. Ça s'appelle les cryptes du conte. Ça se passe dans les caves du château. Je suis seul, je suis incapable moi de jouer à ces trucs-là. C'est pas mais les cryptes du conte, ça marche très 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 bien. C'est complet tout le temps. Et c'est les gens près de Thoiry qui viennent. Et il y a donc plein de manières de venir et d'être à Thoiry. Il y a plein de voilà. Et ça il suffit d'appeler. Je ne sais plus quel est le sur Internet. Le site internet, oui, c'est château-de-thoiry.fr, je crois. Hein, voilà, souvent le site des animaux est plus visité. Alors souvent, c'est lui qui apparaît en premier, mais il faut savoir aller chercher celui du château parce que c'est là où il y a le cœur et l'âme du système. Je crois que pour ça, je crois qu'aussi Instagram est pas mal pour suivre le château de Thoiry plus particulièrement. Sur Instagram, vous retrouverez toutes les actualités du château. Alors, il y a mon épouse sur Facebook aussi, elle est très accueillante. Eh ben voilà, aussi. Voilà, donc il y a de quoi, il y a des contacts sur les réseaux sociaux et le site internet. Et une question justement concernant les visites, une question de Régine. Est-ce que vous organisez des rendez-vous publics aux 2 équinoxes pour observer le soleil à travers la fenêtre centrale du château? Ce serait une merveille. C'est une merveille que j'ai découvert ce soir. Oui, alors, mais c'est très confidentiel parce que je ne reçois que 30 personnes à la fois au solstice d'été. Je reçois 1 ou 2 feux de la Saint-Jean. C'est donc assez limité. Alors, je pense qu'on va organiser plutôt des dîners-conférences où je projetterai comme ça, même s'il pleut, on les verrait, des belles vidéos faites par mon équipe sur le solstice d'été et le solstice d'hiver et où je montrerai, parce que c'est très complexe. Il y a un livre en préparation d'ailleurs sur l'architecture du château. C'est vraiment un site exceptionnel qui rejoint Stone Age, chez Gravini, Newgrange en Irlande. C'est d'une complexité Thoiry remarquable. Le carré solsticiel, j'ai suggéré, qui est le triangle de Pythagore, mais vous avez aussi plein de... C'est un site remarquable. Et donc, j'ai une grande plaisir que le livre sur l'architecture, Jean Auduse a accepté d'en écrire la préface. C'est un grand astrophysicien, il a 81 ans, et il est formidable. Il a succédé à Reeves. Et voilà, j'ai des fans du château sur le plan astronomique, pivot d'un calendrier solaire dont l'horizon est le cadran. Et donc, dans mon livre, surtout dans mon livre, vous avez déjà un très gros chapitre sur ça avec de très belles photos. Mais il va y avoir un livre spécialement sur l'architecture. Et puis, je vais organiser des dîners-conférences à ce sujet, notamment au solstice d'hiver, parce que souvent, au solstice d'hiver, on ne voit pas tous les jours le soleil. Il y a des nuages, ça arrive. Ça arrive aussi, oui. Même au solstice d'été, oui. Oui. Et justement, la géométrie sacrée, la Marie-Dominique et plusieurs autres demandent, mais pourquoi il y a une géométrie sacrée comme ça à Thoiry? Pourquoi ici et pas ailleurs? Qu'est-ce qui a fait au moment de la construction? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors, il y a 2 choses. Il y a la rencontre d'un site qui devait fonctionner déjà depuis quelques milliers d'années. Le site où le soleil se lève et se couche au solstice, aux équinoxes et autres. Il y a donc un site exceptionnel qui est un carré solsticiel qui correspond au triangle de Pythagore. Ça, c'est très exceptionnel. Ça marche à Chartres à l'aurore, quand le soleil dépasse le disque. La cathédrale de Chartres n'est pas orientée vers l'est. Elle est comme le château au nord-est. Et le soleil apparaît. Le soleil, c'est quand le disque apparaît. À Thoiry, c'est quand il se détache de l'horizon, ce qui permet que ça dure 20 jours, ce qui est un gros avantage. Et on le voit à travers le vestibule central, comme l'hostie à travers l'ostensoir. Et donc, cette bande de latitude est limitée et le relief de Thoiry est très exceptionnel. Et alors, il y a eu la rencontre entre le site et un homme, Raoul Moreau, qui était un grand érudit, un homme riche, il était trésorier du roi. On ne sait pas d'où il vient. Son grand-père est quasi inconnu.
Il a une tête de mort dans ses armes. Il avait une bibliothèque qui a été très célèbre, qui a été vendue par son petit-fils. Et cette bibliothèque, il y a des livres qui se retrouvent et qui sont marqués comme tels, origine. Ah, il y avait Ronsard aussi qui lui a écrit un poème. Je sais, Moreau, les malheurs de la France, et puis à la fin, si le roi pouvait me payer pour ma pension. Voilà. Et donc, Raoul Moreau était l'ami de Philibert Delorme, il le payait, c'est lui qui le payait. Il a construit également le château de Grosbois, mais à Grosbois, le château était plus classique. Sa fille Marie Moreau a épousé le président Arlès Sancy, celui qui avait le diamant, le Sancy. Moi, je descends des Arlais, prince de Beaumont, qui était leur cousin germain. Enfin, voilà, tout ça, c'est un réseau, à l'époque de gens initiés et érudits. Très bien. Alors peut-être, allez, encore, on est ensemble depuis 46 minutes, peut-être une question de Delphine. On a parlé du château, mais elle pose une question concernant les jardins. Donc vous l'avez évoqué dans la vidéo, mais elle demande qui a créé les jardins, le successeur de Le Nôtre, vous disiez, ou alors, les jardins de Thoiry, vous avez les axes, le jardin Renaissance, dont les axes ont été conservés et repris, qui correspondaient aux transparences des pièces de rez-de-chaussée, donc aux aiguilles du calendrier solaire. Dégault, le petit-neveu et successeur de Le Nôtre, a créé un jardin à la française avec une très belle illusion d'optique du côté sud-ouest. Quand on descend l'allée centrale, on a l'illusion que le fond du jardin, au lieu de se rapprocher, s'éloigne. Donc moi, promeneur, j'ai le pouvoir de faire reculer l'horizon, ce qui est le summum de l'art classique. Et puis Barré, qui est le premier paysagiste du Bois de Boulogne, a fait un jardin plus naturel que nature. C'est le jardin à l'anglaise, le jardin romantique. Il a agrandi sur les champs voisins. Il a importé 52 séquoias et plein d'autres espèces à Thoiry, végétales. Moi, j'ai apporté des espèces animales, acclimaté les espèces animales sous les espèces végétales. Annabelle, d'ailleurs, a planté 35 000 arbres quand même dans la Thoiry, et Artus à Thoiry. Et alors, les jardins contemporains, pour moi, le parc animalier, chaque animal, comment je l'ai fait? Comment ça a marché? Tout le monde avait dit que ça ne marcherait pas. Les animaux allaient s'entretuer, que de mettre plusieurs espèces ensemble sur un même territoire, ça ne marcherait jamais. Eh bien, je suis parti du principe que chaque animal a un jardin idéal dans sa tête, c'est celui où il peut exprimer ses comportements. Mettre des ours sur 1000 hectares de prairies, c'est idiot, c'est petit. Les mettre sur même 6 hectares de boisés avec un sol sablonneux où peuvent creuser leur terrier avec des points d'eau où peuvent se baigner, ils peuvent exprimer leur comportement. Et donc, voilà. Donc, même le parc animalier, pour moi, fait partie des jardins de Thoiry. C'est un jardin pour les animaux et pour les visiteurs. Une mise en scène des animaux, des mises en scène de la végétation qui convient et aux animaux et aux visiteurs. Et ça va, les hébergements commencent avec les tanières. Et ça va se développer, on va développer des logements au milieu des animaux parce que mon idée a toujours été d'immerger les visiteurs au milieu des animaux. C'est la voiture, et c'est le tunnel de verre, les passerelles, les filets au-dessus des animaux. Chaque fois, c'est l'immersion au milieu des animaux. Voilà. D'ailleurs, pour moi, quand on remonte la généalogie, il y a maintenant des gorilles à Thoiry. Alors, j'ai remonté la généalogie, mais en fait, on descend tous d'une algue. Hein. C'est ça. Exactement. Alors, à Thoiry, j'ai hébergé les cousins dehors et puis la famille dedans. Exactement. Et donc, vous vivez encore au château actuellement? C'est les questions qui reviennent. Est-ce que vous vivez au château directement? Ah bah, évidemment. Et puis, il est prévu que ça soit toujours comme ça. Il n'y a pas de raison que ça change. D'accord. Il n'y a pas de raison que ça change. Ma fille construit une ferme bio, mais elle a un appartement dans le château. Mon fils a sa maison aussi, mais il a un appartement dans le château. Et ma femme et moi aussi. Donc, en fait, il est prévu 3 appartements dans le château. Et on ouvrira probablement des chambres d'hôtes bientôt, puisque mon fils a créé une orangerie de 504 mètres carrés dans le jardin d'automne créé par sa mère. Et donc, nous recevons des mariages et donc on va aménager quelques chambres dans le château pour la belle-mère, le beau-père, les beaux-pères et les belles-mères, parce que souvent maintenant il y en a beaucoup d'ailleurs. Quand il y a des familles recomposées, il y a plusieurs beaux-pères et les belles-mères, il faut loger bien. Voilà, donc oui. Voilà. On prévoit plusieurs. Jusqu'à 5, je crois, les chambres d'hôtes.
On peut en faire jusque 5 des chambres d'hôtes, donc ça va, même les grandes familles peuvent venir. Non, non, parce que par ailleurs, il y aura actuellement, il y a 20 tanières pour les visiteurs en balcon au-dessus des ours. Et il y aura à terme une soixantaine de lodges dans les arbres ou troglodytes au milieu des animaux. Oui. À chaque fois, immersion au milieu des animaux. Voilà. Super, on prend notre temps, on a le temps pour nous. Donc, Mmh. on va faire bien, attendre et faire mieux. Voilà. Très bien, très bien. Merci, merci Paul. Une question allez, encore une, on va dire, une question de Tania. Et là, on ne va pas parler du château de Thoiry, a priori. Y a-t-il d'autres châteaux en France dont l'architecture suit le nombre d'or et les calendriers cosmiques, d'après vous, à votre connaissance? Au point où est Thoiry, je n'en connais pas. Mais vous avez le nombre d'or est présent dans beaucoup de châteaux. Ne serait-ce que parce qu'autrefois, le pied, l'empan, la palme et autres faisaient qu'on utilisait sans savoir le nombre d'or, puisque chacune de ces mesures est l'autre multipliée par le nombre d'or. Donc le nombre d'or alors toutes les cathédrales, il y a le nombre d'or. Donc le nombre d'or, et puis intuitivement, il est très utilisé. Donc ça, que le nombre d'or, oui. Les monuments orientés, il y en a, mais avec la finesse de Thoiry et surtout c'est le fait qu'on ait la latitude qui permet d'avoir le carré solsticial autour du triangle rectangle de Pythagore, dont les côtés c'est 3, 4, 5 et la surface 6. Tout ça, c'est très exceptionnel à Thoiry. Et pour le moment, je n'en connais pas d'autres. Par contre, je connais des monuments, j'en ai vu en Inde, même les aborigènes d'Australie. Il y a un site dans lequel vous avez des alignements de pierres qui correspondent au lever du soleil au solstice d'été, aux équinoxes et à l'équinoxe et au solstice d'hiver. Vous avez donc, ça fait 40 000 ans que nos ancêtres ont inventé l'art et en même temps, ils ont regardé les étoiles. C'est le même moment. Et vous avez la grotte de Lascaux où, au solstice d'hiver, au solstice d'été, je veux dire, au coucher du soleil au solstice d'été, éclaire le fond de la galerie où il y a les taureaux qui se croisent, qui se font face. Et là, ces taureaux, les points particuliers, les yeux, les pointes des cornes et tout, redonnent le ciel céleste qu'il y avait à l'époque. Parce que voilà, on rentre dans l'ésotérisme. Et ça c'est dans tous les temples d'Amérique du Sud et centrale sont orientés selon les solstices. Très bien, merci beaucoup Paul. Allez, vraiment une toute petite dernière que j'ai laissé filer et qui a été beaucoup votée. Y a-t-il, c'est une question de Gérard, y a-t-il une chapelle associée à ce magnifique château? Oui, il y a une chapelle avec la mémoire des gens de la famille, ma grande-tante Marie qui était religieuse, ma sœur Cécile qui était religieuse aussi. Monseigneur Rivière, archevêque d'Aix-en-Provence, qui était le parrain de mon père et qui l'a élevé. Nous avons eu l'honneur et la joie de recevoir à Thoiry, sans que personne ne le sache, le chanoine Caffarel, le fondateur des équipes Notre-Dame, qui venait écrire ses livres à Thoiry, avec sa secrétaire qui savait qu'il était là. Il est en cours de béatification. Donc cette chapelle est pour moi très importante parce que voilà. Je suis augustinien, la cité de Dieu survivra à toutes les cités des hommes. Un jour, ce château sera un tas de cailloux. Le maximum de personnes auront découvert la beauté et la distance de l'histoire que donne l'histoire. Il aura rempli son rôle, mais aucun monument n'est éternel. C'est ce qu'écrit c'est la cité de Dieu de Saint-Augustin. Et c'est ce que, pour moi, est fondamental. Je pense que plus on a la chance d'avoir des racines, plus on a la chance d'avoir des racines, plus on découvre qu'on n'a pas d'autre maison que soi-même. Voilà, et bien ce sera le mot de la fin, je crois. Merci mille fois, Paul de la Panouse. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les participants, avant que le château de Thoiry ne soit un tas de pierre, comme l'a dit Paul de la Panouse. Profitez-en pour aller le découvrir. Allez le découvrir prochainement. Est-ce que je vais laisser la parole justement, bien sûr, comme pour chaque émission, je laisse le mot de la fin à notre invité. Donc, ce sera Paul de la Panouse qui aura l'occasion de nous dire ça, peut-être nous dire aussi les prochains événements. Est-ce que le château est ouvert toute l'année ou pas? Ça, je le laisserai conclure. Moi, je voulais simplement reprendre la parole 2 minutes
évidemment pour remercier tous les participants d'avoir posé toutes ces questions très nombreuses et aussi vous dire qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Cette fois, on va aller en Lorraine, du côté de la Meurthe-et-Moselle, plus précisément à Joigny, où on va avoir l'occasion de découvrir ce château qui a été racheté justement par un châtelain d'adoption, comme l'aurait dit Paul de la Panouze, et qui est en train de le restaurer. Donc, il y a un gros chantier, mais il est très motivé. Et il va nous raconter tout ça la semaine prochaine. Et restez jusqu'à la fin parce qu'on va vous diffuser des petits extraits de nos émissions du Live Tour 2021 pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu. Ça dure une vingtaine de minutes. C'est juste pour vous dire au revoir. Mais, et vous pouvez les regarder si vous êtes, bien sûr, comme beaucoup maintenant, membres de ce château. Vous pouvez les regarder. Et voilà. Donc, je remercie encore une fois les participants. Je remercie bien entendu l'équipe du château de Thoiry, notamment Clémentine, avec qui on a coordonné cette émission. Et bien sûr, Monsieur Comte de la Panouze, qui nous a partagé un petit bout de l'histoire du château. Et maintenant, je lui cède la parole et je lui souhaite à lui et à tout le monde une bonne soirée. Merci à tous. C'est à vous. Alors, l'hiver à Thoiry, le château va fermer du 14 novembre à février, sauf événement très particulier, où il est toujours ouvert sur rendez-vous. Et puis, mais par contre, il y a les lanternes chinoises, 2000 lanternes chinoises à Thoiry. Les lumières sauvages, 2000 lanternes chinoises, et donc ça, c'est à 18 h. Et on attend plus de 250 000 personnes parce qu'elles ont un énorme succès. Et c'est la 4e session. Et j'espère qu'elle ne sera pas perturbée comme les 2 dernières par le Covid. Voilà, c'est ce que je nous souhaite à tous. Pas seulement pour les visites de château, évidemment. Parfait. Eh bien, merci. Merci à tous. Merci à vous, Monsieur de la Panouze, et à très bientôt. Très bonne fin de soirée à tous. Au revoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci. Au revoir. Merci. Eh bien, bienvenue au château de Vaux. On se situe dans le département de l'Aube, à côté de Troyes. Donc voilà la pièce après 1 an et demi de travaux. On a refait tous les étages au-dessus. Mais ici, vous voyez, on est en train de terminer le niveau de la cave. Voilà, ici, vous remarquez l'enfilade. En fait, du vestibule, on passe au salon d'été, où on est en train de refaire le niveau inférieur. Et du salon d'été, on passe au grand salon, qui était vraiment à toute époque la pièce principale de réception ou d'apparat, où les propriétaires étaient en permanence pour recevoir leurs invités. Ici, on a quelques vestiges. Alors, il faut avoir un petit peu l'œil. Bon, je pense que certains de vous voient un petit peu ce qui reste. Il y a quand même des décors qui sont assez somptueux. Le plafond, en l'occurrence, avec des gypseries qui sont pas 18e, mais qui sont dans le goût un petit peu de l'époque Louis XV. Donc, tout ce salon a été refait sous Napoléon III et on a encore cette rosace et tout le pourtour du coup qui est mouluré avec quelques dorures. Et voilà, c'est encore une preuve d'un passé assez luxueux et assez grandiose. Et ici, donc, vous avez la cheminée, qui est une cheminée d'époque Napoléon III, donc 19e. D'un point de vue historique, on a trop tendance à pas snober le 19e siècle, mais quand même à attacher plus d'importance à la grande époque du 18e siècle. Ici, la Régence, c'est vrai que c'est une période qui est très belle, qui correspond à l'architecture, en plus de Vaux. Mais voilà, pour autant, c'est un salon qui est complètement Napoléon III. Et même si on n'a plus les boiseries, on va essayer de s'inspirer de cette époque. Et du coup, la cheminée a tout à fait sa place dans ce salon. D'ailleurs, elle est parfaitement aux dimensions, donc on devrait la reposer d'ici à la fin des travaux. Hop là. Alors c'est un moellon de pierre, vous voyez, sur ce côté-là, c'est un moellon de pierre qui a été trouvé ce matin quand ils ont remonté en fait le mur, ce qu'on appelle l'arase, le long du nouveau niveau. Et quand on retourne cette pierre, on découvre en fait un visage, qui était sûrement un visage d'enfant, avec donc une bouche, des dents, les yeux. Et alors,
ce morceau de pierre est intéressant parce qu'il peut sûrement provenir en fait de l'ancien château. Avant le XVIIIe siècle, il y avait une forteresse ici. Et peut-être qu'en fait, c'était un élément de la chapelle ou un élément de la façade qui était en trop mauvais état et qui a servi à combler, lors du chantier de construction du nouveau château, des murs, des façades. Mais comme quoi, à l'époque, on avait moins de scrupules à garder et à conserver l'ancien. Mais voilà, ça c'est une belle preuve et un très beau souvenir qu'on pourra exposer et montrer aux gens. Bienvenue ici au château d'Ancy-les-Francs en Bourgogne, dans le palais de la Renaissance italienne. Vous êtes ici dans un véritable joyau en France, dans le monde entier, parce qu'au fait c'est un château unique. Et on arrive ici dans une vaste chapelle située dans l'un des pavillons d'angle, pas signe du tout avec une croix à l'extérieur, intégrée au château et magnifique pour l'époque. Il y a ici sur les murs les boiseries que Serlio, l'architecte, avait fait sculpter dans la cour d'honneur avec les travées rythmiques, les pilastres cannelés, les chapiteaux. Il y a même la représentation des niches qui date un petit peu après la construction. Mais vous avez ici quelque chose qui est d'époque et juste incroyable. La galerie de Médée, ici, relie les deux appartements. Exceptionnel dans le sens que vous êtes là dans une galerie à l'italienne. Sur les murs, un décor à fond de grotesque. Vous avez les médaillons de l'école de Fontainebleau qui racontent l'histoire de la mythologie gréco-romaine. Jason qui part à la recherche de la toison d'or. Ici, magnifique plafond à caisson intact, jamais de retouche, avec des décorations des 12 signes du zodiaque. Quand on voit les cartouches, les signes astrologiques, mais en papier mâché, c'est exceptionnel d'en trouver encore en France. Des couleurs polychromes, les couleurs de la Renaissance, qui à l'époque étaient évidemment quasi fluo. Avant de descendre, je vais vous montrer la cour, bien sûr, ouvrir. Et là, on a cette vue sur la cour où on donne des concerts, tout genre, tout type d'événements, et on a le calme de cet endroit majestueux qui a une... Bienvenue au château de Digoine. Vous êtes ici dans un château qui est au cœur du Charolais brionnais. La grande entrée du château de Digoine avec son grand escalier. Mais en tout cas, c'est un original et à mes yeux le plus beau. Et je vais vous le montrer. Il est au-dessus de ces escaliers. C'est cette magnifique fresque, pour moi, due à Clodion, et d'ailleurs toutes les enquêtes que j'ai pu faire sur les ouvrages sur l'histoire des hôtels particuliers à Paris, sur les grandes monographies de Clodion du musée du Louvre, etc., il y a des traces de cette toilette de Vénus qui est absolument magnifique et qui est un très très grand format, sans doute en 3 parties, et ici un très joli tableau que j'aime beaucoup, par Pierre Gobert, d'une jeune femme avec un turban oriental, probablement en train de se préparer pour un bal. C'est l'enfilade des salons, comme on peut le voir dans les grands châteaux du XVIIIe, cette très belle enfilade. Alors ici, nous sommes devant le jardin français, le parc à la française, et nous allons descendre quelques marches, et il y a un jardin face à la serre qui date, comme le théâtre, des 10 années du comte de Chabriland, 1830-1840. Cette serre est très très jolie et vous allez la voir. Et en face de cette serre, on a prolongé le jardin, puisqu'il n'y avait rien de vraiment intéressant. On l'a prolongé d'une roseraie de 3000 rosiers. Bienvenue au Château de Beau, je suis enchanté de vous recevoir aujourd'hui. Nous sommes dans le département de l'Allier. Le département de l'Allier, c'est le duché d'origine des Bourbons, le Bourbonnais. Et de cette terre est issue une famille qui a régné sur la France et sur toute l'Europe. Elle est allée même jusqu'au Brésil. Et à côté, une femme que j'aime particulièrement, qui est la duchesse de Berry, qui aurait dû être reine de France si on n'avait pas eu la Révolution française. Un très joli portrait de François-Joseph. Et on sait qu'il a posé, parce qu'on a les lettres
Il n'aimait pas poser et il était limité il donnait un maximum de 10 minutes à chaque fois. Donc je crois que ça a mis un mois pour faire ce portrait. C'est important quand on fait des dîners, j'essaye de faire des dîners avec une belle vaisselle. Ça c'est du RN hongrois, ça aussi c'est hongrois. Et je fais toujours très attention de faire même si la maison on y vit très simplement, mais les dîners c'est toujours agréable de faire des dîners aux chandelles. Alors voilà, c'est une maison simple, 19e, sympathique, qui permet de réunir tous les membres de la famille, qui vivent partout à l'étranger. Bienvenue au château de Compiègne, qui se trouve donc dans le département de l'Oise, au nord de Paris, environ 70 km au nord. Voilà, donc nous passons par la salle des colonnes, qui est la véritable entrée du château, dans l'axe de celui-ci. Et donc depuis la salle des colonnes, on accède à l'escalier d'honneur. Alors escalier d'honneur qui est l'ancien escalier du roi et qui remonte au XVIe siècle, mais à l'époque de Louis XVI, puisque en fait les travaux à Compiègne ont duré longtemps. Ils commencent en 1751 et les gros travaux s'achèvent en 1785-86, juste avant la Révolution. C'est dans ces années qu'est réalisé l'escalier du roi, qui est l'actuel escalier d'honneur. Que l'on dénomme, que l'on appelle à l'époque billard chinois, et qui est en quelque sorte l'ancêtre du flipper. Après la chambre de l'empereur, nous passons à présent dans sa bibliothèque, qui est une pièce d'angle sur la terrasse donc, du palais, du château. L'un des éléments capitaux est bien entendu le plafond peint, qui est l'œuvre de Girodet, en tout cas de Girodet seul pour la partie centrale, qui est un tableau à l'huile, une huile sur toile, marouflée sur le plafond. Bonjour à tous, donc nous sommes au château de Champs-sur-Marne, qui est un château qui est géré par le Centre des Monuments Nationaux, le paravent de Coromandel. Il est ici, c'est quelque chose d'absolument magnifique, mais à la différence de beaucoup de productions chinoises qui étaient faites spécifiquement pour l'exportation, ces paravents-là n'étaient faits que pour les plus hauts dignitaires du pouvoir chinois. Et donc on remarque son extraordinaire qualité, c'est de la laque. Donc la laque, plusieurs couches très très fines de laque posées très patiemment les unes sur les autres. Alors on a parlé d'une œuvre emblématique du château de Champs qui était le paravent de Coromandel. Là on est dans une pièce emblématique du château de Champs qui est le salon chinois. Alors pourquoi salon chinois? On est au milieu du XVIIIe siècle et on est très porté sur l'orientalisme, les chinoiseries. Et eh bien, regardez ce décor. C'est un décor qui représente quantité de petites scènes pittoresques. Bienvenue au château de Chanteur. Pour moi, c'est un plaisir de vous ouvrir les portes aujourd'hui du château que l'on habite avec Iñaki. Le château, il a été bâti en 1780 par le seigneur de Chantor, qui était le propriétaire des terres ici, sur ce promontoire, parce qu'il veut voir le mont Saint-Michel. Il faut savoir, et je vous montrerai tout à l'heure, du salon bleu et salon chinois, on pourra voir le mont Saint-Michel et le contempler. Je vous invite à me suivre et on va découvrir ensemble les intérieurs du château de Chantor. Et ensuite, peut-être au centre, ici, sur cette table florentine, on voit cette belle reprise du Hermès de Jean de Bologne. Donc Renaissance, ici c'est une reprise 19e par un des plus grands fondeurs du 19e siècle qui est signé Barbedienne. Une sculpture que j'aime beaucoup qui est le Laocoon, voilà, et un de ses fils. Il nous manque son deuxième fils, mais voilà. Lorsqu'on est arrivé ici à Chantor, il y a 8 ans, on avait vraiment envie de faire une restauration, du tout une rénovation. C'est-à-dire qu'on voulait garder l'âme du lieu. Et donc on a recréé ici un salon, comme on pouvait en trouver à la fin du XVIIIe, donc de style Louis XVI. On va avancer un petit peu. Donc superbe petit pont en rusticage. Donc ce qu'on appelle le rusticage, c'est cette technique de ces maçons qui venaient d'Italie pour les premiers, qui manient parfaitement bien le ciment
et grâce à des armatures en font des sculptures. Et on adore donc à la fin du 19e imiter le bois comme ce petit pont. On les appelle des rocailleurs, ces maçons. Et là on va se trouver au centre du vallon avec sa rivière anglaise. Ce qu'on appelle une rivière anglaise, c'est une rivière dont le lit est en ciment. Nous arrivons alors à un lieu qui est vraiment superbe. Dans le parc Chantor, c'est la hêtraie des hêtres pourpres. Et là, les arbres sont en train de débourrer. Le rouge est presque rose, c'est sublime. Je vous souhaite vraiment la bienvenue au domaine de Trévarès. Le domaine de Trévarès, c'est une propriété du département du Finistère depuis 1968. Aujourd'hui, le site est ouvert au public et accueille de nombreux visiteurs dans la grande tradition du XVIIIe siècle. Donc, à l'éclectisme de l'architecture du château répond l'éclectisme des jardins. Une bonne partie du parc est à l'anglaise, comme le jardin de Rocaille un peu plus loin. Bref, le parc et son aménagement est à la hauteur de la construction du château également. Donc nous sommes maintenant dans la bibliothèque du château de Trévarès. Dans cette bibliothèque, aujourd'hui, nous expliquons la vie de James de Kerjégu. Je pense que rien qu'à lever la tête, on comprend qu'il s'est passé quelque chose, en tout cas ici. Ils reprennent la charpente métallique qu'on devine. Charpente métallique qui était un choix du constructeur de l'époque. Choix quelque part à la mode parce que c'est l'époque Eiffel qui était restée en place. On en voit quelques-unes ici. On a des colonnes aussi d'inspiration antique qui font la séparation entre cette salle, cette grande salle et la partie couloir là, qui donne sur le nord du domaine. Bonjour à tous, bienvenue au château de Marcellus. Marcellus est d'un pur style néoclassique, ce qui était évidemment au goût du jour à la fin du XVIIIe siècle. Je vais maintenant vous montrer le grand salon de réception du château. Ce grand salon, qui offre une surface de 90 mètres carrés, à lui était évidemment installé, dessiné et conçu au XVIIIe siècle, à l'époque de la construction du château. Et on peut remarquer aujourd'hui que des colonnes doriques supportant des voûtes en bois à caissons et des très jolis plafonds décorés de losanges et de rosaces ont été ajoutés également en 1813 pour embellir et donner encore un peu plus d'ampleur et d'abondance à ce salon. Les murs sont recouverts de décors en stuc à l'imitation des boiseries typiques du XVIIIe siècle. Septentrionaux, celui de droite, donc côté est, abrite maintenant une chapelle. C'était un pavillon de garde et on a... Bonjour à tous, soyez les bienvenus au château de la Brède. Alors la commune de la Brède, elle est située à une vingtaine de minutes au sud de la ville de Bordeaux. Et c'est à cette famille Lalande que l'on doit très probablement la construction de ce château qui se déploie derrière moi. Un château médiéval qui sera parfois dégradé et il faudra le reconstruire au XIVe et au XVe siècle au travers de cette représentation qu'on va retrouver sur ce poêle calorifère, cette cheminée moderne qu'on installe à l'époque. On célèbre les valeurs héroïques de la famille dans un lieu de mémoire. C'est probablement la pièce qui a été la plus visitée après le décès de Montesquieu, sa chambre, son lieu de vie,
un lieu de vie qui a été restauré très récemment. Une voûte cintrée ici qui couvre l'ensemble de la salle et on va voir des bribes de polychromie apparaître. Et à partir de 2014, on va faire des sondages et on va s'apercevoir qu'il y a là un cycle peint qui sera restauré durant ces dernières années. On a ici retrouvé un cycle équestre avec une fabuleuse scène de joute. Bonjour, je suis Arielle Borne, propriétaire du château de Nellevieille, que je suis enchantée de vous faire découvrir aujourd'hui. Les Chartreuses ont elles aussi été dessinées par Léonce de Lamberty au 19e. En 1997, on a voulu raconter l'histoire des jardins en France, l'évolution des jardins en France. Ces salles à ciel ouvert étaient reliées par des arcades. Elles étaient destinées à créer une succession de microclimats. Marie et Auguste Colbert, que vous avez vu là, eurent une fille, Jeanne, qui épousa Géraud Ligny. Ce sont mes grands-parents. Entre eux, le portrait de ma mère, Marisol de la Tour d'Auvergne, qui nous a beaucoup et qui continue à nous aider énormément dans la reprise d'Ainay, mon mari et moi. Bienvenue dans les grands appartements du château du Champ de Bataille. Nous allons commencer par une partie très intéressante puisque c'est ce qu'on appelle l'ancien appartement de parade. Le plus grand jardin privé en France. On est ici dans les premiers jardins de la Renaissance française. Là, pour comprendre le site de Château-Gaillard, derrière moi, vous voyez les terrasses sur 300 mètres, l'élévation du château qui n'en finit pas, et puis la verdure partout autour.